par Ness, sous sa direction, dans ce traité. Alors, nous sommes arrivés à la... Oui, c'est ça, il va relier mes sermons, mais il faut que j'ai un contact, que je puisse les envoyer, donc il n'y a rien encore, non. Donc il faut qu'il me donne ses coordonnées. Parce qu'on a bien parlé, il m'a posé des questions jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 3 heures, on a parlé, même 3 heures passées. Et donc il a demandé tout, il sait tout maintenant, il sait tout. Alors je ne sais pas s'il a de l'amour. Un amant de la vérité, un philosophe, Sophia, c'est la sagesse, c'est philo, c'est l'ami de la sagesse. Parce qu'on a encore vu aujourd'hui dans le texte de l'Écriture sainte qu'il y en a, à la fin des temps, il y aura peu de personnes qui sont les amis de la vérité. Les amis de la vérité, c'est un texte très intéressant, n'est-ce pas, parce qu'il est très actuel. Très actuel. Et je me bats contre cette mentalité qui est dénoncée par Saint Paul. Alors aujourd'hui, c'est Saint Jean Chrysologue. Je viens de célébrer la messe, bien sûr. Et dans le texte de Saint Chrysologue, qui est un évêque confesseur, docteur de l'Église de Ravenne, on a la messe 365. Alors, dans l'épître, c'est très intéressant, hein. 65, c'est que Saint Paul, donc Dieu nous dit, Dieu. L'écriture sainte, c'est Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit par Saint Paul? L'épître à Timothée, n'est-ce pas? Je passe, n'est-ce pas? Je passe les choses, l'introduction. Donc, alors, il dit à Timothée, qui est un évêque, qu'il avait un jeune évêque qu'il vient d'ordonner. Il lui dit, insiste à temps et contre-temps. C'est fort, à contre-temps. Ça veut dire on déplaît. On vient à contre-temps. On vient comme ça, on met le pied dans le plat, n'est-ce pas? On jette un caillou dans l'étang, n'est-ce pas, de grenouille. À contre-temps, reprend, supplie, menace en toute patience et doctrine. Car viendra un temps, et je pense que nous sommes dedans, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Voilà, on ne supporte plus la saine doctrine. Encore quelqu'un qui m'a dit, monsieur l'abbé, vous dites la vérité, mais je dois réfléchir. Comme si c'était dur de suivre la vérité, n'est-ce pas? Mon joug est léger, dit Jésus. Alors, on ne supportera plus la saine doctrine. Mais, selon leurs désirs, ils amasseront des maîtres autour d'eux. Donc, selon leurs désirs. Éprouvant une vive démangeaison aux oreilles. Ça veut dire ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, et pas autre chose, ce qu'ils veulent entendre. Et détournant l'ouïe de la vérité, ils se tourneront vers les fables, n'est-ce pas? C'est pas de La Fontaine, hein, parce que La Fontaine c'est encore innocent, mais les fables aujourd'hui sont très, très méchants, n'est-ce pas? Toutes les idéologies, n'est-ce pas? Les thèses. Mais toi, veille et ne te refuse à aucun travail. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton mystère, sois sobre, etc., etc., etc. Donc il y a un temps, car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Oh là là, voilà. Allô, nous sommes là, nous en sommes là à peu près. Hein. Parce que la saine doctrine, ça dérange. Parce qu'avec Jean 23 et le diable, toute hérésie a eu droit de citer dans l'Église. Et c'est devenu une secte, le post-conciliaire, n'est-ce pas? Voilà, alors moi j'ai fait le contraire, n'est-ce pas? Effectivement, cet évangile, il est écrit dans mon cœur, n'est-ce pas? Toute la vérité, n'est-ce pas? Parce qu'on meurt des demi-vérités et des demi-mensonges, et des hérésies, des demi-hérésies. Le monde entier est divisé en deux groupes, trois groupes. Ou bien ce sont des païens, n'est-ce pas? Et tous ceux qui sont baptisés sont pour une grande partie hérétiques ou sémérétiques.
il y a un petit nombre qui est vraiment dans la vérité. Voilà. Ou bien des païens, ou bien des hérétiques sémirétiques. Ou pire que des hérétiques, ça veut dire apostat, ça veut dire qu'ils refusent pas seulement une vérité, mais toutes les vérités des baptisés qui refusent toute la religion, c'est un apostat. C'est encore pire. Mais c'est accepter pas seulement une, mais plusieurs hérésies. Alors on devient apostat. Voilà, donc on continue avec la philosophie qui est le fondement de la théologie. Alors, très caractéristique, parce qu'on vient de voir l'autre fois avec ce manuel, les grands noms de l'histoire de la philosophie. Alors, les traits caractéristiques de la philosophie thomiste. Qu'est-ce qui est caractéristique pour la philosophie thomiste? Seul, à travers le perpétuel effondrement de systèmes, que des systèmes qui viennent et qui partent comme celle qu'on a vu, Héraclite, Parménide, même Platon, il était réfuté par Aristote. Alors, qu'est-ce qui tient debout? Eh bien, la vérité. Tout le reste, ça vient et ça part, n'est-ce pas? La vérité tient debout parce qu'elle est éternelle. Alors, seul, à travers le perpétuel fondement du système, auquel nous assistons depuis trois siècles, bon, 3 siècles, bien sûr, les systèmes lucifériens, ça, c'est après le Moyen-Âge. Mais on pourra dire dès le début du péché, n'est-ce pas? À partir du péché d'Adam et Ève, on a eu des systèmes, des idéologies, n'est-ce pas? Des gens qui se font des systèmes de pensée contre celle de la vérité de Dieu. Alors, seule la philosophie de saint Thomas, qui se fonde sur Aristote, a su conserver la stabilité de ses premières fondations. C'est la preuve qu'elle est vraie parce qu'elle tient debout contre toutes les marées des temps, toutes les vagues de pensée, n'est-ce pas? Toutes les modes, toutes les mentalités, elle tient debout parce que c'est la vérité. Elle donne la vérité. C'est un système qui vous développe votre capacité que vous avez déjà, votre bon sens. On a de nature déjà, on a une capacité de connaître la réalité, mais ça se développe, ça le systématise, ça l'exerce. Voilà. Su conserver la stabilité de ses premières fondations et se trouve être aujourd'hui encore assez ferme et assez large pour servir de base et de principe d'unité aux résultats que les sciences modernes ont mis au jour. Encore aujourd'hui. Et même surtout aujourd'hui. Parce qu'on en a besoin plus que jamais. Parce que je vous dis, les idéologies, les fables, n'est-ce pas, comme dit saint Paul, surabondent, n'est-ce pas? Et les gens en meurent. Parce que ça met dans un malaise, dans une impasse, dans une voie de garage. Et les personnes deviennent malheureuses, n'est-ce pas? Parce que la vérité mène au bonheur. La deuxième personne souffle le Saint-Esprit. La vérité, c'est une image de la deuxième personne, qui est la vérité en Dieu, le Verbe, la vérité exprimée. Eh bien, elle va toujours souffler l'amour, le Saint-Esprit. C'est propre à la deuxième personne qu'avec le Père de produire, de souffler une troisième personne, le Saint-Esprit. L'amour, le bonheur. Voilà, seule la vérité, même si elle coûte, même si ça fait mal aux oreilles au début, eh bien, ça mène au bonheur. Si nous ne nous faisons illusion, donc fable, dit saint Paul, ceux qui auront le courage de suivre cette philosophie jusqu'au bout concluront avec nous que sur l'analyse des actes et des procédés de l'esprit, humain donc, hein, intelligence, sur la nature intime des corps, c'est la cosmologie, n'est-ce pas, philosophique, des êtres animés, c'est la psychologie philosophique, et de l'homme, sur Dieu, c'est la théodicie, sur les fondements de la science spéculative et la morale, c'est l'éthique, la science spéculative, c'est la critériologie. Nul n'a mieux pensé et écrit que saint Thomas d'Aquin. Bien que nous attachions à notre programme le nom de grand scolastique, du grand scolastique, dit donc Mercier, Canard Messier,
Nous ne tenons cependant la philosophie thomiste ni pour un idéal qu'il ne serait interdit de surpasser. Bien sûr, un jour on va surpasser saint Thomas, c'est normal, comme Aristote a été surpassé par saint Thomas et Platon par Aristote, c'est normal. Tout ce qui est humain doit se développer. Mais en tout cas, il est incontournable, comme l'invention de la roue, n'est-ce pas? Si on fait la mécanique, il faut continuer avec les données des autres. Donc, elle est incontournable, mais ce sera un point d'appui pour un autre géant qui viendra peut-être un jour pour encore développer la philosophie d'une manière convenable. Ça, c'est sûr. Donc, ce qu'il dit merci est tout à fait normal. Il dit saint Thomas, c'est un idéal, mais on ne s'arrête pas à saint Thomas. On essaie de l'utiliser, ces instruments, et développer. Voilà. Comme saint Jean de la Croix était assis sur les, ou debout sur les épaules de Jean Rusbrook, n'est-ce pas? Jean Rusbrook était le mystique le plus grand, finalement, en expression, hein, pas en amour, l'amour n'est pas connu, mais qui a exprimé le mieux la mystique. Eh bien, après lui est venu Saint Jean de la Croix. Eh bien, il y aura toujours, après Jean de la Croix, il y en a un autre. Il y aura toujours un autre, mais ça peut durer, n'est-ce pas? Entre Aristote et Saint Thomas, il y a quand même quelques siècles. Bien sûr, il y a entre les deux encore d'autres génies, mais pas vraiment remarquables. Voilà, donc c'est tout à fait normal ce que le cardinal Messier veut dire, mais il faut faire attention de ne pas dévier de Saint Thomas, mais de construire sur lui, c'est autre chose. De s'appuyer sur lui, de construire, mais pas de dévier. Dévier. Parfois, on fait l'illusion par orgueil de construire, mais on dévie. On sait mieux que Saint Thomas, mais on va contre lui. Non, il ne faut pas aller contre lui, mais il faut développer ce qu'il a donné, au point de vue philosophique et théologique. Donc Saint Thomas a fait 2 œuvres, n'est-ce pas? Pas seulement en théologie, il est connu comme le théologien, mais c'est le philosophe. En philosophe, il a expliqué Aristote et corrigé et développé donc Aristote. Pardon. Qu'est-ce qui caractérise maintenant la philosophie du docteur Angélique Saint Thomas? Nous distinguerons le fond, la forme et la méthode d'exposition. C'est une exposition, c'est une expression de la vérité. La philosophie, c'est la passion intérieure, elle est exprimée. Donc c'est une exposition, il y a un fond, la forme et la méthode. Le fond, la forme et la méthode. Sur le rapport du fond, la philosophie de saint Thomas offre ses traits distinctifs. Pardon. Elle respecte fidèlement les enseignements révélés. Elle combine prudemment la recherche personnelle avec le respect de la tradition. Troisièmement, elle unit harmonieusement l'observation et la spéculation rationnelle, l'analyse et la synthèse, la déduction et l'induction et la déduction, l'analyse et la synthèse. Voilà. Donc, premièrement, instruit par l'observation intime de la conscience, donc c'est l'introspection, n'est-ce pas? Et guidé par les renseignements de l'histoire, c'est l'expérience, ce sont des faits. L'histoire, c'est une maîtresse, et dans les faits, contra factum non fit argumentum, mais le factum, c'est un argumentum, est argumentum, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas argumenter contre un fait. Le fait, c'est un argument, un argument le plus fort. Voilà, on donne comme argument le fait, et voilà, on ne peut pas le rejeter parce que c'est un fait. Alors, voilà. Donc, l'histoire donne des faits, bien sûr, l'histoire de la philosophie dans ce cas-ci. Saint Thomas proclame au début de sa somme théologique la nécessité morale d'un enseignement religieux auquel la raison est tenue de se conformer. Le salut de donc citation, le salut de l'humanité exigeait, dit-il, une parole divine.
Je ferme une porte pour éliminer le bruit de fond, le bruit de fond. Le salut de l'humanité exagère-t-il une parole divine? Sans elle, en effet, les vérités rationnelles relatives à Dieu, à notre destinée, ne fussent jamais parvenues qu'à la connaissance d'un petit nombre d'hommes, péniblement, donc un petit nombre, péniblement et entaché d'une foule d'erreurs. Donc avec beaucoup de peine, quelques hommes peuvent trouver quelques vérités euh, qui ont rapport à la destinée de l'homme. Mais pas tous les hommes peuvent avec facilité atteindre tout ce qu'il faut pour atteindre son but. Pourquoi nous sommes sur Terre? Et c'est pour ça la nécessité de la révélation. Cependant, de la connaissance de ces vérités dépend le salut de l'homme. Voilà. Donc ce que Mercier donne maintenant, c'est très pratique. Il dit, nous sommes ici pas seulement pour philosopher, n'est-ce pas? Nous sommes ici sur Terre pour aller au ciel. C'est le but que Dieu nous a donné, il n'y a pas un autre. Le drame, c'était en même temps un drame et une bonne nouvelle extraordinaire. La bonne nouvelle extraordinaire, c'est que vous êtes destiné à un bonheur infini, divin, et que Dieu vous donne les moyens. Le drame, c'est que on a le choix, mais on n'a pas le choix. On a le choix, bien sûr, psychologiquement, mais moralement, on n'a pas le choix. On ne peut pas dire non, sinon c'est la catastrophe. L'alternative n'est pas une alternative, c'est une poubelle, l'enfer. Donc le drame, c'est qu'il faut dire oui, n'est-ce pas? Et qu'on ne peut pas y arriver de ses propres moyens. Voilà. Alors, donc, c'est ça la situation concrète dans laquelle nous nous trouvons. Je ne veux pas se faire des illusions. Si vous voulez le savoir ou pas, c'est comme ça. Même si on ne veut pas savoir, eh bien, si on ne veut pas savoir, on va rencontrer quand même Jésus juge. À la fin de sa vie, même si on ne veut pas savoir, on va se trouver devant le juge. Et lui va décider de l'éternité. C'est un fait. Qu'on veut le savoir ou pas, c'est un fait qui va arriver à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Alors, Mercier, directement, il est donc réaliste. Il dit, voilà, c'est ça le but. Donc la philosophie, il faut le voir dans cet angle-là. Il ne faut pas prendre la philosophie comme si nous sommes destinés à un paradis terrestre. Dans un paradis terrestre, la philosophie aurait une importance incroyable. Incroyable. Parce que la philosophie, c'est l'activité naturelle la plus haute, la plus noble, la plus belle, celle qui est l'utilisation de notre faculté, l'intelligence, dans le plus haut degré. Donc, ça aurait une importance, ce serait la plus grande importance de philosophie. Mais ça, c'est dans l'hypothèse, n'est-ce pas, qu'on est destiné à un bonheur naturel. Mais le bonheur naturel vient en deuxième lieu, n'est-ce pas? Nous sommes destinés, comme je viens de dire, à un bonheur surnaturel. Et dans ce bonheur surnaturel, il y aura un bonheur naturel, bien sûr. Et notre corps va ressusciter, on va rester dans le paradis terrestre, mais ça va être comme rien par comparaison à ce qu'on aura en Dieu, que notre âme sera plongée en Dieu. Donc la philosophie a une importance, mais elle est dans l'ombre de la foi. La foi fait ombre. La foi est plus importante, mais la philosophie est quand même indispensable pour la foi, comme je viens de dire, parce que c'est le fondement de la théologie. Alors, saint Thomas, il a bien compris ça, n'est-ce pas? Que la philosophie, n'est-ce pas? On ne peut pas commettre, disons, façon de dire, on ne peut pas s'appliquer à la philosophie comme les Grecs, comme les anciens qui avaient une religion bidule, n'est-ce pas? Ridicule, la mythologie gréco-romaine, et que la philosophie, finalement, c'était le moyen pour obtenir la vérité sur eux-mêmes, et pas la religion. La religion était n'importe quoi. Nous sommes dans une toute autre situation. Donc il faut bien se rendre compte de cela. Puisqu'il dit-il, ce salut se trouve seul en Dieu. Aussi concluait-il, il est nécessaire pour mieux assurer le salut de l'humanité, parce que la philosophie est toujours utile. Comme j'ai dit dans le cours de l'année dernière, la philosophie n'est pas seulement purement spéculative, n'est-ce pas?
elle est toujours suivie de l'éthique. Une fois qu'on sait, on va essayer d'appliquer les principes pour obtenir le bonheur. Une fois qu'on connaît la vérité, on va être plus apte à trouver le bonheur, à la bonté. Donc la philosophie rend meilleur, finalement, amène l'homme à sa destinée. Il y a toujours comment penser et ensuite comment agir. C'est pas possible de rester dans la pensée et ne pas agir en conséquence, sinon on est malheureux. Si on sait ce que sont les idéaux et on ne peut pas réaliser ces idéaux, on est malheureux. Ce serait mieux de n'avoir pas connu ces idéaux si on ne peut pas les réaliser. Donc la philosophie cherche pas seulement la vérité, c'est pas seulement la recherche de la vérité, mais aussi de la bonté. Après la philosophie spéculative, la cosmologie, etc., ce qu'on vient de nommer, on a toujours l'éthique. Comment agir pour le bien. Bon voilà, donc la philosophie actuellement, après la révélation de Dieu, elle doit justement être la vraie philosophie, n'est-ce pas? Elle doit nous confronter avec le bien, avec l'éthique. Et l'éthique, elle est chrétienne, incontournablement chrétienne, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel que Jésus-Christ. Donc vous voyez que la philosophie, après la révélation de Dieu, n'est-ce pas, surtout christique, christologique, elle est devenue éminemment religieuse. Et c'est une des raisons pourquoi Lucifer, les enfants des ténèbres, n'en veulent pas. Ils ont attaqué avec un acharnement la philosophie, n'est-ce pas, au 16e, 17e, 18e, 19e et maintenant siècle actuel, à cause de cela. Parce que la philosophie, la vraie philosophie, amène toujours vers la vérité et la bonté. Et on n'en veut pas savoir parce que cette vérité et bonté est Jésus-Christ. Et ceux qui ne veulent pas savoir Jésus-Christ le refusent. Voilà. Donc c'est clair, j'en ai déjà parlé, maintenant c'est encore plus clair pourquoi la philosophie est tellement attaquée et que quand nous faisons la philosophie, nous le faisons dans ce but. On ne fait pas des raisonnements stériles. La philosophie est très fructueuse, la vraie, et très fertile. Donc, pour mieux assurer le salut de l'humanité, dites Mercier, outre la science philosophique dont la raison humaine poursuit l'acquisition, un enseignement divin que nous recevions par voie de révélation est nécessaire. Voilà. Donc la vraie philosophie tient compte de cela. Elle a son propre domaine, ses propres moyens, c'est la raison humaine qu'avec ses propres moyens pense sur tout ce qui existe, etc., elle cherche de trouver les raisons les plus profondes. C'est la définition de la philosophie, mais toujours en vue de l'éthique, de quoi faire, comment agir pour atteindre le bonheur. Voilà, c'est ça la vraie philosophe. Le vrai philosophe, c'est un sage. Sophia, c'est la sagesse. C'est pas seulement la connaissance, c'est pas seulement la science, mais la sagesse. La sagesse, c'est une connaissance qui rend meilleur. La sagesse, c'est une science de l'amour. La science de l'amour, la science de la bonté. Donc c'est une science, mais qui amène l'amour. Donc la sagesse, c'est une science très spéciale. C'est une science qui est liée à l'amour, la bonté et le bonheur. Voilà. Le sage, c'est pas seulement celui qui sait, mais qui sait des choses très sages. Et la sagesse rend le bonheur, donne le bonheur. Voilà. C'est ça la vraie philosophie. Philosophia, l'ami de la sagesse. Voilà. Et tout le reste, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Rien à voir. Luciférien. Tandis qu'il, donc, dans la deuxième chose, donc, elle combine prudemment la recherche personnelle avec le respect de la tradition, bien sûr, pas comme Descartes qui va tout raser, qui va tout douter de tout et qui va commencer à zéro. Quel orgueil. Nous, on respecte la tradition. Ce que les autres ont déjà trouvé, on va construire, on va continuer avec ce que les autres ont déjà trouvé. On ne fait pas du dadaïsme. Vous savez, le dadaïsme, ce sont les artistes qui ont recommencé l'art comme s'il n'y avait rien avant eux. Rien. Ils ont commencé à zéro, dada, comme un petit enfant qui fait dada, dada. Le dadaïsme. On ne fait pas du dadaïsme, c'est ridicule, n'est-ce pas? C'est orgueilleux finalement, c'est ridicule. Donc, deuxième point, tandis qu'il revendiquait et pratiquait avec largeur le droit de contrôle sur la pensée de ses devanciers, bien sûr,
Aristote va faire la même chose, n'est-ce pas? Il a corrigé Platon, Héraclite, Démocrite, et les Ioniens, etc., les Italiques, etc., les philosophes qui étaient avant vie. Saint Thomas n'avait garde de méconnaître l'utilité de leurs travaux. Il les avait étudiés, il connaissait la philosophie grecque, bien sûr. C'était ça sa force. Qu'est-ce qui est la force de saint Thomas? Entre autres, d'avoir connu Aristote, il avait utilisé sa philosophie. Deuxièmement, les pères Cicéron et Sénèque, les philosophes arabes, pour une certaine partie, n'est-ce pas? Au lieu de vouloir tout créer à nouveau, ils s'efforçaient de féconder par ses efforts personnels le legs qu'il avait recueilli du passé. Maintenant, on sait que les philosophes arabes, ils ont été dépassés par Boès, n'est-ce pas? Je vais ajouter Boès ici. Je trouve qu'Alain Dacier pourrait faire mention de Boès au lieu de philosophe arabe. J'ai rien contre les Arabes, mais bien contre la mentalité actuelle. Donc les pères Cicéron et Sénèque, Boès, voilà. Ce n'est pas lui qui eût dit, avec la vanité naïve de Descartes, voilà ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Il faut chercher sur l'objet de notre étude, non pas ce qu'en ont pensé les autres, mais ce que nous pouvons voir clairement et avec évidence ou déduire d'une manière certaine. Comme si les autres n'ont jamais vu avec certaine. Que si c'est le premier monsieur Descartes qui va maintenant voir clairement et avec évidence. Quel orgueil. Les autres n'ont rien vu du tout alors. Ce sont des bêtes. C'est le seul moyen d'arriver à la science, dit Descartes. Quel orgueil, n'est-ce pas? Quel orgueil. C'est un enfant de Lucifer, hein, l'orgueil. On commence à zéro. Dieu a tout créé, il voit que c'était bon, le diable commence à zéro, n'est-ce pas? Il s'est fait son univers à lui, et c'est la poubelle de l'enfer. Troisième point, ses commentaires sur les œuvres d'Aristote, donc de saint Thomas, sur Aristote, et de Pierre Lombard, le grand théologien avant saint Thomas, n'est-ce pas? Témoigne assez de son respect pour la pensée d'autrui. Oui, fait, à chaque fois, il cite le passé, n'est-ce pas? Il s'appuie sur le passé. Peu importe d'ailleurs le milieu, païen ou chrétien, où il eût été germé. Dès que c'est la vérité, il utilise. Voilà, c'est ça l'impartialité du vrai philosophe. Alors, il dit aussi, elle unit la vraie philosophie harmonieusement l'observation et la spéculation. Eh bien, c'est sûr, nous avons deux sources de certitude. L'observation, contra factum non fit argumentum, n'est-ce pas? L'observation minutieuse, bien sûr, soigneuse, avec soin, et on nous donne des informations sur la réalité, et aussi des principes qui sont des vérités incontournables, comme le principe de non-contradiction. Donc, le troisième trait caractéristique de la philosophie thomiste, elle unit à merveille l'observation et la spéculation rationnelle, l'analyse et la synthèse. Elle se tient ainsi à égale distance de l'empirisme positiviste, qui ne voit que ce qui est donc sensiblement cernable, il ne voit que cela, et l'idéalisme panthéiste, qui ne voit que son propre intelligence et qui refuse toute information de dehors et qui va tourner qui va tourner en rond. L'intelligence est faite pour la réalité, hein. Donc il faut les deux pour avoir un bon fonctionnement de l'intelligence. L'idéalisme panthéiste, ça va tourner dans le panthéisme. Les deux philosophies qui se partagent, donc l'empirisme positiviste qui est plutôt en Angleterre, l'idéalisme panthéiste qui est plutôt en France et en Allemagne. En dehors de la scolastique, la direction des esprits. Chacune des thèses fondamentales de notre cours de philosophie apportera une confirmation à la thèse générale que nous devons nous contenter d'affirmer ici sans la prouver. La thèse générale. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prouver parce qu'elles sont tellement évidentes. On ne peut pas prouver le principe de non-contradiction.
C'est une évidence en soi. Enfin, c'est un moyen par lequel on prouve autre chose. On ne peut pas illuminer la lumière, sinon il faut notre lumière. Donc il faut la lumière, c'est le moyen avec lequel on illumine autre chose. Mais la lumière elle-même, on ne peut pas l'illuminer. Elle est lumière. Elle n'a pas besoin d'être illuminée. Elle fait voir en soi. Dès qu'on allume la lumière, les yeux voient, n'est-ce pas? La même chose avec l'intelligence, dès qu'on donne les principes, n'est-ce pas, fondamentaux de la logique, on voit que c'est vrai. Et puis il faut pas même les prouver. C'est évident, c'est une évidence patente. Enfin, outre ces qualités maîtresses qui regardent le fond, la philosophie thomiste se recommande par de remarquables qualités de forme et d'exposition. Voilà. De forme. Le style est sobre et concis. Pourquoi on ne veut pas faire de la littérature? Parce que la littérature, ça noie. Ça noie parfois le poisson, n'est-ce pas? Et, ça détourne de l'essentiel. Cela peut nuire à la concentration, n'est-ce pas? Ça peut séduire. Voilà. Ça séduit. Ça distrait. Un style trop développé distrait du contenu. Si la forme est trop développée, on se perd de la forme et on perd de vue le contenu, le message. Donc le style du philosophe est sobre, concis. C'est un instrument. Un instrument. L'exposé des idées simples. Simple. Parce que la simplicité, elle va aider la clarté. La complicité, n'est-ce pas? La complexité, ça rend la chose difficile à comprendre. Pour mieux comprendre, on va faire, on va vers la simplicité. La simplicité, finalement, c'est une qualité, n'est-ce pas? C'est pas un défaut. La simplicité dans l'esprit, c'est une qualité. La simplicité dans la matière, c'est plutôt moindre. Les choses matérielles les plus complexes sont plus parfaites, comme l'ordinateur est très complexe. C'est plus parfait qu'une pierre. Une pierre est simple. Mais dans l'esprit, c'est différent. Dieu est simplicité et nous sommes complexes. L'homme, où est la différence? Dans l'esprit, c'est tout à fait le contraire. Donc, puisqu'on fait on fait une activité spirituelle, la simplicité, pour nous, c'est vraiment inévitable. Sans ces ornements poétiques ou oratoires, qui, sous forme d'allégories, de mythes, interrompent souvent, chez Platon par exemple, la marche régulière de la pensée. Les déductions sont précises, présentées le plus souvent en forme syllogistique, parce que ça donne une rigueur de logique qui est acceptée par tout le monde. Si on passe dans des formes poétiques, alors il y a le choix et le goût qui va jouer. Le goût. Des goûts et de couleurs, on ne dispute pas, n'est-ce pas? Donc, on ne dispute pas, et c'est très subjectif. Donc, on s'en passe. Enfin, au point de vue didactique, la méthode de saint Thomas est caractéristique. Dans un grand nombre de ses ouvrages, sa première préoccupation est de mettre en avant quelques arguments d'autorité. D'abord, il pose ceci, c'était absolument incontournable, c'est d'autorité, n'est-ce pas? Et alors, il va expliquer, une fois que la vérité est exposée, il va l'expliquer. Et un certain nombre d'objections qui viennent de philosophes erronés, et opposition avec sa thèse. Il précise ainsi l'état de la question et fixe davantage l'attention sur le problème à résoudre. Donc il va d'abord développer la vérité, et ensuite il va répondre aux objections, donner la part de raison et la part de tort des opposés, n'est-ce pas? Il aborde alors de fond la solution du problème. Il examine avec la rigueur sévère du procédé syllogistique
et de façon à dissiper progressivement les ombres qu'il avait lui-même accumulées à plaisir autour du point central à élucider. Les ombres, ça veut dire par les objections. Donc il pose d'abord la question, par exemple, est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu? Ensuite, voilà, il y en a qui disent non, 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 non. Et ensuite, il dit oui, parce que, voilà, le bon sens le montre, et c'est même dans l'Écriture sainte, et c'est le même concile de Vatican I, nous savons, qui dit que c'est absolument sûr que l'intelligence humaine peut prouver. Donc il y a déjà 3 arguments que je peux donner, lui donne peut-être un argument, deux. Le troisième, il ne connaissait pas parce que le concile de Vatican I venait après sa mort, bien sûr. Mais il y a 3 arguments très forts, incontournables, certains qui montrent qu'on peut prouver l'existence de Dieu. Alors il va donner les preuves d'existence de Dieu, 5 dans la somme, et ensuite il va répondre aux objections. Voilà. Quand la démonstration arrive à son terme, la lumière a rayonné tout l'alentour et l'on aperçoit alors le plus souvent que les difficultés soulevées au début se sont insensiblement évanouies. Telles nous semblent être les principales qualités qui distinguent l'œuvre philosophique de saint Thomas, qui correspond tout à fait avec le fonctionnement de l'intelligence humaine. Nous croyons n'avoir rien exagéré et nous attendons avec confiance le jugement de ceux qui étudieront aux sources des enseignements de ce grand maître. Voilà. Alors, bon, je continue avec paragraphe 2. Paragraphe 1er, paragraphe 1, c'était pour monter assez paragraphe 1. C'est introduction à la philosophie. Voilà. Donc, on a fini l'introduction à la philosophie. Maintenant, il va donner les notions, des notions propédeutiques. Des notions, il va d'abord introduire en général, et ensuite il va donner une liste de définitions, un vocabulaire. Toute science commence par un vocabulaire. De quoi parlons-nous, n'est-ce pas? On va avoir une terminologie, donc des notions propédeutiques. Est-ce que sur l'introduction, il y a des questions? Bon, je vois apparaître qu'une question dans le chat, donc ça va être clair. C'était pas compliqué, je pense non plus, effectivement. Alors, dans les notions propédeutiques, nous avons d'abord la raison d'être de ces notions préliminaires. N'importe quel ordre on adopte dans l'enseignement, que l'on adopte dans l'enseignement des différentes branches de la philosophie, il y aura toujours des notions qui seront à cheval sur plusieurs traités. La complication, c'est pas seulement qu'il y a la notion philosophique, mais finalement, il n'y a pas la notion philosophique. Ou bien sûr, il faudra parler de la notion de la philosophie. Alors ça existe, des notions que saint Thomas utilise. Mais plusieurs philosophes vont utiliser le même mot dans plusieurs sens, et ça complique la chose. Alors c'est pour ça qu'il est dit qu'il y aura toujours des notions qui seront à cheval sur plusieurs traités, mais pas sur tous les traités. À l'ordinaire, la logique est enseignée en premier lieu. Pour commencer, l'ordre dont on présente la philosophie. L'ontologie vient aussitôt après. Or, les notions les plus élémentaires de la logique présupposent des notions de psychologie, d'écritologie et d'ontologie. L'abstraction intellectuelle, les relations entre le mot et l'idée, la certitude propre à la science, l'opposition de l'être réel et de l'être de raison, la notion de la vérité, etc., est supposée avant d'aborder l'ontologie. L'ontologie ne prend en signification distincte que dépendamment de la cosmologie.
Donc il explique pourquoi lui, Karl Messier, il va commencer par la cosmologie. Il commence son cours de philosophie avec la cosmologie. Parce qu'il dit que c'est vrai, c'est normal. La cosmologie, c'est le monde qui se présente directement à nous. Un petit enfant qui commence à fonctionner, l'intelligence commence à fonctionner, il voit autour de lui, il découvre sa maman, son papa, des meubles, la nourriture, voilà. Donc le monde physique, cernable. Donc psychologiquement, c'est dans l'ordre des choses qu'on commence par la cosmologie. L'intelligence humaine fonctionne comme cela. On va d'abord observer, on va voir les choses, et ensuite on va continuer à l'intérieur à développer, on va monter à la métaphysique, etc. Nous avons cherché à obvier à ces inconvénients en accordant à la cosmologie et à la psychologie les premières places dans l'ordre didactique. Psychologie, ça veut dire au sens large, hein. C'est pas seulement la connaissance de l'âme humaine, mais de toute âme, même pas humaine. Dans ce sens qu'un animal est animé, de là son nom animal, que la plante est animée, sinon c'est sa vie. Voilà, la vie. Donc psychologie comme science de la vie, cosmologie comme la science des choses sensibles, et ensuite on va se concentrer sur la vie, des choses sensibles mais qui vivent, qui sont plus compliquées, n'est-ce pas, plus nobles. Et c'est donc la cosmologie, la psychologie. Psychologie dans ce sens-là, n'est-ce pas, dont la culmination, donc l'apogée, la pièce maîtresse, c'est l'âme humaine, psyché, au sens strict. Voilà, psyché, ça veut dire âme. Mais il y a des âmes matérielles, comme des plantes, des animaux, et une âme spirituelle, comme celle de l'homme. Donc, la cosmologie et la psychologie, les premières places. Aussi bien que nous leur avons reconnu le droit à la primauté dans l'ordre constructif. Et lui aussi, il a d'abord créé les minéraux, ensuite les plantes, ensuite les animaux, ensuite l'homme. Voilà. Donc, Dieu aussi, il travaille comme ça, n'est-ce pas? On va du moindre au plus. Mais à notre tour, nous nous heurtons à d'inévitables difficultés. Pour y parer notre mieux, nous avons présenté déjà dans l'introduction quelques notions propédeutiques. Les pages qui suivent vont compléter la série. Donc des notions propédeutiques, c'est déjà voilà, une sorte de logique, mais fondamentale. C'est la liste étymologique pour comprendre l'ouvrage. Donc c'est logique, ce qu'il dit encore. Deuxième chose qu'il dit, c'est aussi logique, qu'avant d'aborder la cosmologie, on va déterminer les termes. Impossible de faire assister l'élève à une étude philosophique, quelle qu'elle soit, sans lui dire ce qu'il est en droit et en devoir d'attendre d'une pareille étude. Le philosophe étudie les objets du point de vue le plus général, donc il étudie tout, l'univers, donc dans ce sens général. Il cherche à les comprendre par les raisons les plus fondamentales, voilà, et par la raison humaine. Donc trois choses. Il étudie tout, les les raisons plus fondamentales, avec la raison humaine. Pour aider l'élève à saisir ce point de vue, on a parcouru avec lui les étapes de la connaissance humaine. Les étapes, on respecte les étapes. Après avoir reconnu le caractère abstractif commun à toutes les opérations intellectuelles, c'est le propre de l'homme d'abstraire, on a suivi les 3 degrés de processus abstractif. D'abord la cosmologie, ensuite les mathématiques, ensuite la métaphysique. Il y a 3 degrés d'abstraction, comme on l'a dit l'autre fois. On a ensuite défini les termes, principes,
Raison, cause et montrer à quel principe, raison, cause s'attache la philosophie. Reste à indiquer les notions de logique et d'ontologie auxquelles devront le plus souvent faire appel les professeurs de cosmologie et de psychologie. Donc il va donner un minimum de logique pour pouvoir comprendre la cosmologie et la psychologie. Sans donner toute la logique parce que pour prendre toute la logique, n'est-ce pas, il trouve qu'il faut avoir fait d'abord la cosmologie et la psychologie. Il dit que, et c'est vrai que l'intelligence humaine, le bon sens, est capable assez pour faire la cosmologie et la psychologie sans avoir fait la logique. Parce qu'elle est logique déjà de soi-même, de nature. Il y a une logique naturelle. Et ça suffit. Mais il faut quand même, le minimum, ça veut dire les notions. Donc il va donner les notions de logique. Les notions de logique. À vrai dire, il est presque superflu de rappeler ici, même brièvement, les notions de logique auxquelles nous songeons, tant elles sont de simple bon sens. Mais encore, une science le dit quand même, n'est-ce pas? Une science part toujours du fait qu'on sait le moins possible. Pour être le plus complètement possible, le plus complet possible, la science va donner quand même toutes les définitions. Alors, la logique trace à l'esprit des règles pour la direction des opérations de la raison. Les logiciens distinguent les trois opérations suivantes. La simple appréhension, le jugement et le raisonnement. La simple appréhension, donc il y a trois grandes parties de la logique. La simple appréhension, n'est-ce pas? Ensuite le jugement et ensuite le raisonnement. Il y a trois parties dans la logique. La simple appréhension consiste à se présenter un objet sans affirmer ni nier quoi que ce soit de cet objet, seulement le représenter. C'est connaître l'essence de la chose. C'est connaître l'essence, une définition d'une chose, un terme. On donne la simple appréhension, c'est comprendre simplement une chose, sans dire quelque chose. On dit pas, on dit ce qu'elle c'est, mais on ne dit pas si elle existe, si elle est ici ou là, si elle est en telle couleur. On ne va pas donner les accidents, mais l'essence. On ne va pas donner son agir, mais son être. Donc la simple appréhension consiste à se présenter un objet. Par exemple, je conçois par de simples appréhensions arbre, homme. Arbre, homme. Et finalement, tous les mots qui sont dans un dictionnaire. Le dictionnaire donne de chaque objet une simple appréhension, une définition. Alors, le jugement, c'est connecter plusieurs simples appréhensions, plusieurs termes. Le terme, c'est l'expression de la simple appréhension. Donc, le jugement, deuxième partie de la logique, dont la proposition, c'est une proposition qui est l'expression orale ou écrite, bien sûr. C'est l'acte par lequel, sous forme d'affirmation ou de négation, un objet connu, le prédicat du jugement, est rapporté à un autre, le sujet du jugement. Par exemple, arbre. Eh bien, on va le connecter avec l'objet qu'on voit devant nous. On dit, ceci est un arbre. C'est un jugement. On connecte ceci avec arbre. On affirme que c'est un arbre. On pourrait dire, si on voit une maison, ceci n'est pas un arbre. Donc alors on nie. C'est un jugement, une proposition qui met deux termes ensemble, qui les connecte ou bien disconnecte. On dit, mais il y a un rapport qui est établi entre les deux, positif ou négatif. C'est le jugement. Par exemple, cet arbre est haut, cette maison est belle ou grande. Le tout est plus grand qu'une de ses parties.
Alors on va mettre en contact, en relation, le tout avec les parties. Donc l'expression, le tout est plus grand que une de ces parties. Donc cet objet peut être aussi un concept, hein, le tout. Ça peut être quelque chose d'abstrait, n'est-ce pas? Un arbre, c'est plutôt la première abstraction, ça veut dire tout objet visible qui correspond à l'arbre, mais tout, ça peut être tout, hein, par définition. Ça peut être même dans l'esprit, ça peut être tous les esprits, tous les anges. Tout, tout est plus grand qu'une de ces parties. Qu'une de ces parties. Ce qui est logique. Ça, c'est pas prouvé, ça. Si on peut le prouver. Oui, on peut le prouver, oui, éventuellement. Alors, le tout est plus, mais c'est tellement évident. Le tout est plus grand qu'une de ces parties. Donc, c'est un jugement. Donc, on met en relation tout et partie, ou une de ces parties. Alors, la troisième partie de la logique, c'est le raisonnement, dont le syllogisme est l'expression. Donc, le syllogisme, c'est un raisonnement structuré. C'est l'expression structurée d'un raisonnement. Et l'expression, c'est l'acte par lequel on compare un même troisième terme, appelé terme moyen, deux notions. Les termes extrêmes, dont l'intelligence ne voit pas immédiatement l'accord ou le désaccord. Voilà. Donc les raisonnements sont trois jugements, souvent, ou plusieurs, mais fondamentalement trois. La majeure, la mineure et la conclusion. Qui ont trois termes. Trois termes. Parce que chaque jugement dans le raisonnement a un sujet et un prédicat. Mais le sujet du premier, donc de la majeure, dans le raisonnement simple, hein, et fondamental, le raisonnement Barbara, comme on l'appelle le raisonnement Barbara. Donc le raisonnement, donc le sujet du premier jugement va être le sujet de la conclusion. Le prédicat du premier jugement va être le moyen terme. Le sujet du deuxième jugement, ou de la mineure, va être le moyen terme. Et le prédicat du deuxième jugement va être le prédicat de la conclusion. Voilà. Par exemple, tout homme a une âme. L'âme, toute âme est spirituelle et immortelle. Donc tout homme est spirituel et immortel. Voilà. C'est simple. C'est un raisonnement avec trois jugements, dont il y a le moyen terme, c'est l'âme. L'âme. Tout homme a une âme. L'âme est immortelle et spirituelle, donc l'homme est spirituel et immortel. Donc l'homme est spirituel et immortel, c'est pas immédiatement évident. Ça vient évident si on met l'âme entre les deux, comme un moyen terme. C'est ça le raisonnement. Et on peut faire des raisonnements en chaîne, si on continue, etc. Donc il y a plusieurs formes de raisonnement, bien sûr, mais voilà, c'est fondamentalement la logique, la division de la logique. Donc voilà. La comparaison de chacun des extrêmes, donc du sujet et du prédicat, du sujet de la majeure et du prédicat de la mineure, par exemple, avec le terme moyen se fait dans les prémices. Les prémices sont donc la majeure et la mineure. Proposition, les prémices, ça veut dire les deux jugements qui viennent avant la conclusion, le jugement final. Le résultat de ces doubles comparaisons se formule dans la conclusion du syllogisme. Ensemble, les deux prémices s'appellent l'antécédent, la conclusion, le conséquent.
Le lien logique de l'antécédent et du conséquent est donc le donc du raisonnement et de la conséquence. Le donc du raisonnement est la conséquence. Attendez, je vais répéter la phrase. Le lien logique de l'antécédent et du conséquent, virgule, le donc du raisonnement, virgule, est la conséquence. Lorsque le ergo donc, ergoter, là vient ergoter, ça veut dire raisonner logiquement. Raisonner logiquement, c'est ergoter. Ergo, ça veut dire donc, en latin. Lorsque les deux extrêmes conviennent l'un et l'autre au terme moyen, la conclusion est affirmative. Lorsque un des deux lui convient, tandis que l'autre ne lui convient pas, la conclusion est négative. Par exemple, l'homme attendez, je vais trouver un exemple comme ça. Bon, c'est pas difficile. Euh, voilà. L'arbre est une plante. Ça, c'est affirmatif. La mineure, la plante n'est pas un animal est négatif, donc la conclusion est négative. Donc, l'arbre n'est pas un animal. Voilà. C'est un exemple. Le jugement, lorsqu'on l'oppose à la conclusion, est immédiat. La conclusion du raisonnement est immédiate. Le jugement est donc immédiat. On lit directement le sujet au prédicat. Mais la conclusion est immédiate, ça veut dire que ça se fait par le moyen qu'on vient de dire du moyen terme. La conclusion rigoureusement déduite de deux prémices certaines est certaine. Si deux prémices sont certaines, la conclusion est certaine. Il faut donc vérifier que les deux prémices sont certaines. Celle qui se déduit de deux prémices incertaines, ou d'une prémisse certaine et d'autres prémisses incertaines, est incertaine. C'est-à-dire douteuse, plus ou moins probable. Donc, si on dit cet homme s'appelle Peters. Deuxièmement, les Peters habitent plus souvent en Belgique, mais pas tous. Alors, on peut dire cet homme habite peut-être, hein, probablement, mais pas certainement en Belgique. Seul le raisonnement qui conduit à une conclusion certaine est démonstratif. Voilà. Tout le reste, ça reste avec une point d'interrogation. Donc, je répète, seul le raisonnement qui conduit à une conclusion certaine est démonstratif. Encore la démonstration, donc la preuve, hein, c'est une science, n'est-ce pas, la démonstration. Alors, si on démontre, on fait de la science finalement. Encore la démonstration, dans son acception rigoureuse, requiert, elle, davantage. Elle exige que les prémices du raisonnement certain soient empruntées non à des considérations extrinsèques, preuves extrinsèques, ni aux conséquences absurdes ou erronées auxquelles conduirait la négation de la conclusion, preuve indirecte, réduction à l'absurde, mais à l'analyse de la nature du sujet. Dans son acception rigoureuse. Hein. Donc, il y a des preuves qu'on peut donner indirectement, réduction à l'absurde, mais ce n'est pas vraiment l'acception la plus rigoureuse de démonstration. Cette démonstration, que l'on appelle intrinsèque, causale, a priori, dioti en grec, est la seule qui, dans le langage aristotélicien, soit strictement scientifique. Strictement scientifique. Donc, on est loin des thèses, n'est-ce pas? Des thèses de travail. Par exemple, le Big Bang, c'est une thèse, etc.
L'évolution, c'est une thèse. Ce n'est pas strictement scientifique. L'objectif constant du vrai savant, du philosophe, est d'y parvenir à cette démonstration strictement scientifique. Par elle se constitue la science. Science, c'est savoir, ça vient de savoir, science. Dans l'acception la plus élevée du mot. La démonstration déduit une conclusion de prémisse. Déduit une conclusion de prémisse. L'induction scientifique est le procédé par lequel le savant établit les lois de la nature. Donc l'induction scientifique, c'est autre chose que la démonstration qui déduit. La loi d'un corps de la nature est la matière dont le corps exerce son action. La manière dont le corps exerce. La loi d'un corps de la nature, d'un corps, ça veut dire donc, tout être sensible, c'est ça le corps de la nature, et la manière dont le corps exerce son action. La loi d'un corps. Par exemple, la loi du chlore est de l'hydrogène et de se combiner, telles conditions de température et de pression étant données, dans les proportions de 35,5 à 1 pour former ensemble 36,5 d'acide chlorhydrique. C'est une loi. Et il se comporte de telle façon, et pas autrement. Sinon, il n'y a pas d'acide chlorhydrique. Il n'y a pas cette proportion de 1 à 36,5 entre l'hydrogène et le chlore. Voilà, c'est un exemple. La loi est une suite naturelle de propriétés, c'est-à-dire de qualités nécessaires inhérentes au corps. Qualités nécessairement inhérentes. La loi. Ça appartient à la nature. Ça agit comme ça et pas autrement. Tandis que les sciences rationnelles exactes sont déductives, les sciences d'observation expérimentale s'obtiennent moyennant le procédé inductif. Inductif, c'est qu'on part d'observation et on va voir dans ces cas-là, on a toujours ce résultat-là. Donc, ce sera dans tous les cas, on suppose. Donc, l'induction n'est pas 100% certaine, elle est très, très, très probable, elle n'est pas 100% certaine. C'est la différence avec la déduction qui est 100% certaine. La démonstration n'est pas l'unique procédé nécessaire à la constitution de la science. Il y faut joindre la définition et la division. On a déjà parlé de définition, quand on a parlé des termes, n'est-ce pas, de simple appréhension, des expressions de simple appréhension, c'est expliqué par la définition, et la division. On va faire une hiérarchie des genres et des espèces, et des sous-espèces. On va classifier les choses. Jusqu'à l'arbre de Porphyre. L'arbre de Porphyre, c'est une division qui a été développée par Porphyre. Porphyre qui était un mauvais philosophe, mais son arbre est valable. Aussi bien la démonstration suppose des prémices. On vient de le voir. Comme l'on ne peut soutenir sous peine de n'arriver jamais à une conclusion inébranlablement assise, que toutes les prémices doivent être démontrées, il faut reconnaître que, à la base des premières démonstrations, il y a des prémices qui n'ont plus besoin d'être démontrées. Sinon, on va à l'infini, mais ce n'est pas possible. Ce que je viens de dire sont les principes premières. Évidemment vraies. Elles sont évidemment vraies. Il ne faut plus les prouver parce qu'elles sont évidentes. Sans démonstration évidemment vraie, elles sont les principes générateurs de la science. C'est la lumière elle-même. C'est la lumière par laquelle on émule autre chose, par laquelle on voit autre chose. L'intelligence, elle a la même chose. Ce qu'on a pour la vue du corps, la lumière, par laquelle on voit toute autre chose,
L'intelligence, on a donc un principe premier par lequel on comprend tout le reste. Voilà. Alors la lumière, on la voit en soi. Autre chose, on la voit seulement s'il y a de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Donc vous voyez, donc, la lumière, il ne faut pas l'illuminer, on la voit par elle-même. Et elle fait même voir les autres choses. La même chose pour ces premiers principes, il ne faut pas les prouver, elles sont les principes de preuve elles-mêmes, tellement évidentes. C'est l'évidence elle-même. Voilà. La formulation de ces principes donne en chaque science les définitions premières de cette science. Définition première. On montre aisément que la division est un procédé complémentaire de la définition. La définition fait connaître ce qu'est un objet, par exemple, ce qu'est la quantité, par exemple, objet de la science mathématique. La division établit une relation d'identité entre la définition et l'objet défini. Une relation d'identité entre la définition et l'objet défini. Il faut donc qu'elle convienne à cet objet et à lui seul. D'où la règle essentielle à une bonne définition. Conveniat omni et soli definitum. Donc c'est divisé d'autre chose. La définition doit seulement porter sur cette chose-ci que j'ai définie, et tous les semblables qui ont la même essence, et pas sur autre chose qui a une autre essence. Sinon, la définition est mauvaise. Donc il faut une division entre ceci et cela, entre un arbre et une maison. Si on définit un arbre, c'est pas possible que ça s'applique à une maison. Sinon, c'est une mauvaise définition. Ça doit être divisé de la maison. Divisé. Considérer comme principe une proportion inévidente qui donc a besoin encore d'être démontrée, c'est tomber dans un sophisme connu sous le nom de pétition de principe. Proportion, ici il y a une faute, il faut parler de proposition, bien sûr. C'est proposition. Proposition. Donc je répète, sinon ça devient incompréhensible. Considérer comme principe une proposition inévidente, qui donc a besoin d'être démontrée elle-même, et prendre celle-ci comme principe, c'est tomber dans un sophisme connu sous le nom de pétition de principe. Petere principium. Donc c'est un faux raisonnement. Donc on peut seulement expliquer ce qui n'est pas évident par ce qui est évident. On ne va pas expliquer ce qui n'est pas évident par des choses qui n'est elles-mêmes encore non évidentes. Les notions de logique nous apprennent ce qu'est une science parfaite. Quel est en conséquence l'idéal du savant et du philosophe? Quelle est la pierre de touche la pierre de touche de la valeur de leur œuvre? La fois prochaine, on va parler des notions d'ontologie. Voilà. Si y a des questions, je suis à votre service. Emmanuel, Jérôme, Laurent, Ludovic, il faut toujours être accroché, j'espère. Malheureusement, je ne peux pas vous proposer le texte, ce n'est pas encore trouvé sur Internet et le scanner, c'est un peu difficile. Voilà. Question de Ludovic qui arrive. Non, il n'y a rien. C'est pas grave. Je pensais que vous étiez en train d'écrire quelque chose. Ah oui. Donc l'induction ne peut provenir que d'observation du réel. Oui, effectivement. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. L'induction, c'est constater des choses, des événements, des actions, des réactions, des actions, des réactions qui se produisent
toujours sous les mêmes circonstances. Alors on va conclure que si ces circonstances-là sont présentes, dans un autre cas, ça va produire le même résultat. C'est l'induction. Et c'est valable. Hein. Si on voit de la fumée, on va conclure qu'il y a du feu. Parce que le feu produit la fumée, à chaque fois qu'il y a la fumée, il y a du feu. Donc on va dire, il y a de la fumée, donc il y a du feu. Donc c'est souvent vrai, et dans la plupart des cas, mais pas absolument 100% toujours. Ça peut arriver qu'il y a une fumée qui ne vient pas d'un feu. Je ne peux pas imaginer, je sais pas, ça peut être, je ne suis pas physicien, n'est-ce pas, mais je peux imaginer qu'il y a un feu, pardon, une fumée à certain moment qui vient vraiment d'un feu. Une fumée qui vient, je sais pas quoi, de quoi, une fumée qui vient qui est une fumée de poussière. On voit souvent ici du sable du Sahara qui arrive ici, ça ressemble à un nuage, n'est-ce pas, qui vient, un nuage roux. Et voilà, le nuage roux, ça ressemble à une fumée, mais c'est pas, ça vient pas d'un feu, ça vient du Sahara, du sable, n'est-ce pas? C'est ce que les Arabes ont fait, n'est-ce pas? Ils ont tourné une forêt en désert, parce que dans le temps des Romains, la Sahara était une forêt. Ils l'ont tourné en désert et nous recevons la poussière de la figure, mes chers compatriotes. Voilà, donc c'est un exemple, euh, peut-être un mauvais exemple, mais enfin, en tout cas, vous comprenez le principe. À l'époque, par exemple, à l'époque où on n'était pas encore dans l'espace, on disait si on lâche quelque chose qui est de moindre poids, pardon, de plus que poids que l'air, pardon, de plus que poids de l'air, et on le lâche, ça tombe en bas vers la Terre. Si ça a moins de poids que l'air, comme le gaz, ça va en haut. Et on pensait que c'est toujours comme ça. Mais si on va dans l'espace et on s'éloigne assez de la Terre, eh bien, ça ne tombe plus parce que la Terre est trop loin, elle n'attracte plus. Donc, si on lâche une chose qui est plus lourde que l'air, mais on est très loin éloigné de la Terre, ça ne tombe plus. Hein. Mais c'est vrai que les circonstances ne sont pas absolument les mêmes. Ça veut dire que ça ne se trouve pas dans l'air de la Terre. Donc, il faut encore trouver notre. C'est pas un bon exemple, peut-être. Mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que je veux dire. Par exemple, un détective, il induit. Il induit. Faut faire des déductions, mais surtout des inductions. Il va observer. Il va observer, et c'est son flair, ça veut dire son expérience, qui va flairer une solution. Parce que si je vois ça et ça et ça, combinaison de ces événements et de ces faits, alors souvent c'est dans ce sens, dans cette direction-là qu'il faut chercher la résolution, la solution de la chose. Donc c'est induire. La déduction ne relève elle, que de l'opération de raisonnement au sens strict. Oui. La déduction, non, elle va aussi utiliser l'observation, mais elle va appliquer à cette réalité qu'elle observe des principes, inhérents, des principes de logique, des principes de logique. Par exemple, je reprends l'exemple que j'ai donné là tantôt, que l'âme est spirituelle et immortelle. Eh bien, que l'âme est immortelle, c'est parce que tout ce qui est esprit est un. Parce que l'esprit n'est pas composé. Et puisque l'esprit n'est pas composé, il ne peut pas se décomposer, donc il ne peut pas mourir. Voilà, ce sont des déductions. Ce n'est pas qu'on constate qu'une âme n'est pas mortelle, parce qu'on ne voit pas même l'âme, on ne sait pas si elle est mortelle ou pas, on ne peut pas la voir. Mais on déduit à partir des principes logiques
Et que l'âme existe, on la sait parce que ça anime justement le corps. On reconnaît l'âme par sa quatrième opération, c'est animer le corps. Sinon, on ne la connaissait pas, elle serait comme un ange. On ne connaît pas les anges, sauf s'ils interviennent encore par leur action. S'ils se montrent, s'ils apparaissent, ils vont agir. On connaît l'esprit à son agir. Eh bien, on connaît l'âme à son agir, ça veut dire animer le corps. Et on sait que l'âme existe, ça c'est sûr, ça c'est prouvé par l'observation, et que l'âme est spirituelle, c'est par observation, parce qu'on constate que l'âme est capable de choses spirituelles, abstraites, n'est-ce pas? Elle est capable d'abstraire. Et alors, on va appliquer le principe que ce qui est composé peut se décomposer, mais ce qui n'est pas composé ne peut pas se décomposer. C'est tout logique. L'âme n'est pas composée parce que son intelligence, sa volonté, la mémoire, ça fait un avec son être. C'est pas quelque chose qui est attaché à l'âme, l'intelligence, mais dès qu'on est esprit, on est intelligence en même temps, mémoire et volonté. C'est comme en Dieu, n'est-ce pas? Le Père, le Fils et l'Esprit sont Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, chez nous, la mémoire, intelligence et volonté sont notre esprit. C'est pas une partie de notre esprit, c'est notre esprit lui-même qui est. C'est l'esprit lui-même qui est intelligent, mémoire et volonté. Donc, c'est pas composé, c'est pas un composé. Ce sont des propriétés de l'esprit, mais ce n'est pas des accidents qui sont ajoutés. Donc, il n'est pas composé, mais ce sont des propriétés c'est pas composé. Donc l'âme n'est pas composée, donc il ne peut pas se décomposer, donc il ne peut pas périr. Voilà. Alors on conclut, donc l'âme est immortelle. L'âme est immortelle. C'est un exemple. Hein. Donc effectivement, mais effectivement, même la déduction, par en ce qui concerne le sujet, ou bien le prédicat, ou bien les deux de la réalité, mais le moyen terme et le lien entre le moyen terme et les autres termes va être une déduction, va être un principe de logique. Donc déduction. Voilà. Ces principes de logique se trouvent dans la raison et dans la phénomène observé. Exactement. Ça se trouve dans la raison en tant que compris et ça se trouve dans le phénomène observable en tant qu'appliqué. Oui, c'est vrai. Oui. Ce sont des lois qu'on trouve dans les choses. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce sont des lois qu'on ne peut pas voir directement dans la chose. Il faut un raisonnement logique pour les discerner. C'est pas évident. L'ange, peut-être, il va le voir, oui, certainement, il va voir directement la chose, la logique dans la chose, mais nous pas. Nous devons raisonner. Nous devons observer, raisonner, penser, puis conclure. C'est vrai qu'il y a dans la déduction une partie d'observation, et dans l'induction, il y a aussi une partie de logique. Hein. Il y a aussi une partie de logique, inévitablement, n'est-ce pas? De savoir que toute cause a un effet, tout effet a une cause plutôt. C'est encore quelque chose de logique. Si on voit la fumée va venir du feu, c'est le principe que tout effet a une cause. Mais il s'agit de quelle cause a cet effet. C'est ça de quoi il s'agit. C'est ça l'induction, l'observation qui va nous donner la fumée. C'est quelque chose, donc ça a forcément une cause. Ça, là, on est déductif. Si on dit c'est une fumée, elle existe, donc il y a une cause. Alors on est en train d'observer la fumée et on déduit, ça existe, donc ça a une cause, c'est déduction. Mais que cette cause-là, alors c'est pour ça il faut un raisonnement inductif. Par observation, on va voir que dans la plupart des cas, ça vient de feu. Voilà. C'est vrai que dans la déduction, il y a aussi l'observation, et dans l'induction, il y a aussi le raisonnement, forcément, forcément. Parce que l'induction, c'est un raisonnement. Donc il faut bien la logique. Mais c'est qu'il y a quand même une prépondérance dans l'induction à l'observation et une prépondérance dans l'induction de l'utilisation de principes. Mais c'est comme si l'intelligence humaine devait se fondre dans l'univers observable. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. De plus que l'intelligence s'adapte
à l'univers de plus qu'elle comprend, qu'elle comprend. La compréhension des choses, c'est justement l'adaptation de l'esprit aux choses. C'est une définition de comprendre. Comprendre, c'est pas tellement l'apprendre, mais c'est aller vers elle et s'adapter à elle de façon à ce qu'elle entre dans notre esprit de manière rationnelle. Donc ça devient un être de raison. Ici, on est tellement adapté à la chose le plus parfaitement possible. Si notre intelligence est adaptée, soumise à la chose objective le plus parfaitement possible, elle comprend plus parfaitement. De plus qu'elle se soumet à la réalité, de plus qu'elle a la réalité dans la tête, de plus qu'elle comprend. Donc on est plus intelligence, de plus qu'on est soumis, qu'on se fond, pas nous, mais que notre intelligence, notre esprit compréhensif en tant que compréhensif, se fonde effectivement avec l'univers observable. Donc l'univers observable entre d'une certaine façon dans notre tête en l'observant. On se fond avec, bien sûr. Comprendre, c'est s'unir d'une certaine façon. Comme le Fils est uni au Père. Le Fils est l'image du Père. Oui. Donc la compréhension fondamentale, c'est le Fils. N'est-ce pas? Toute compréhension est l'image, écrit à l'image de la compréhension divine. C'est comme si l'intelligence humaine. Oui, d'accord, voilà. Oui. Je vois que Ludovic est en train d'écrire encore autre chose. Mais maintenant, on est en train de faire psychologie. Hein. Donc, comment fonctionne l'intelligence humaine? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a encore une question qui va venir, je vois. Ludovic est en train d'écrire. Encore une question. Ah ouais. Une âme simple, mais toute âme est simple, hein, dans ce sens qu'elle, le sens qu'elle n'est pas composée. Donc, une âme simple peut donc constater l'œuvre du Créateur dans les lois euh, qui soumettent le processus de sa création. Oui, oui. Si on pénètre, si on est capable, on n'est pas des anges, n'est-ce pas? Les anges ont une pénétration plus profonde que nous. Nous devons faire un travail, n'est-ce pas? Notre âme est liée à notre corps. Donc, elle fonctionne à travers du corps. L'information qu'elle reçoit, c'est par les sens. Donc, est-ce que les sens fonctionnent bien? Et les sens voient seulement ce qui est sensible par définition. Et c'est là où commence la difficulté de comprendre. L'intelligence que nous avons ne peut seulement s'appliquer aux données qui nous sont proposées par les sens. Donc les sens, comment est-ce que les sens font voir les lois? Les lois, ça ne se voit pas directement, n'est-ce pas? On voit des choses qui se comportent toujours de la même façon, alors on va induire qu'il y a une loi. On va induire qu'il y a une loi. Dans ce sens, on va. Une âme simple, ça veut dire qu'il n'est pas composé et qu'il n'est pas lié à un corps. Si vous voulez dire ça, alors on est comme un ange. Oui, c'est différent. Hein. Oui, une âme simple, dans le sens qu'elle n'est pas avec le corps. L'âme en soi est toujours simple, qu'elle n'est pas composée, je veux dire, mais simple, il veut dire qu'elle n'est pas composée avec le corps. Alors elle fonctionne comme les anges. Oui, alors oui, c'est autre chose. On va avoir une intelligence intuitive, pardon, oui, infuse. Mais c'est tout à fait autre chose. Hein. Tout à fait différent. Hein. Nous sommes ici en philosophie, ça veut dire la science qui se fait par l'homme, pas par l'ange, mais par l'homme, donc la raison humaine, unie au corps, c'est ça la philosophie. C'est penser surtout, dans les raisons les plus profondes, par l'homme. Et ça veut dire par les sens et le raisonnement. Nous avons deux moyens de comprendre, de connaître. C'est les sens. On a d'abord la connaissance animale, le plus parfaitement possible. Et sur cette connaissance animale, la donnée de sens, on va appliquer l'intelligence humaine, la puissance d'abstraction et l'application des principes logiques. Et ça va donner donc la conclusion, ça va être donc voilà, la science, les propositions scientifiques. Donc une âme simple, qu'est-ce que vous voulez dire? Une âme
Sans le corps, alors elle est plus humaine, enfin elle est humaine, mais elle va fonctionner comme des anges et pas vraiment humainement. Peut donc constater l'œuvre du Créateur dans les lois qui se... Mais pour trouver les lois, il faut d'abord observer. Alors on peut induire des lois. Si on observe bien, on peut induire des lois. On connaît déjà beaucoup de lois, n'est-ce pas? On connaît les lois de la physique, de l'astronomie, biologie, tout ce que vous voulez, hein. Toutes les sciences ont trouvé des lois qui sont de la création, bien sûr, bien sûr. Mais c'est par observation. Et ensuite, on applique sur cette observation le raisonnement d'induction, surtout d'induction. Les sciences positives sont plutôt inductives. Les sciences mathématiques sont plutôt déductives. Je veux dire la capacité d'émerveillement face à la création. Oui. L'émerveillement, c'est la première chose. C'est l'éveil de l'intérêt, c'est plutôt la volonté qui est éveillée. L'émerveillement, c'est plutôt la volonté, n'est-ce pas, qui trouve ce que la naissance propose à la connaissance, que c'est beau, que ça vaut la peine. On est émerveillé, ça veut dire ça attire, ça attire, et ça attire le cœur. C'est plutôt dans le sens c'est plutôt dans le sens de la volonté que ça va, hein, mais la volonté va alors impérer à l'intelligence. Maintenant, essayer de comprendre mieux parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que je suis émerveillé. Ça vaut la peine. Donc, essayer de comprendre mieux, puisque je puisse connaître, pour que je puisse connaître mieux. Donc, l'émerveillement, c'est fait par le cœur, la volonté qui voit le bien, le beau, l'éthique. L'émerveillement, c'est plutôt la connaissance de la beauté. C'est quelque chose qui vaut la peine, une valeur, voir une valeur, une valeur. La capacité d'émerveillement de la phase de la création. Oui. Donc, c'est l'homme qui voit en observant des choses qui valent la peine. Il voit quelque chose qui l'attire. Au niveau de la tendance. L'homme est attiré. Donc, il veut, il aime. C'est l'amour, c'est le cœur. Et alors, le cœur, l'amour, la volonté va impérer à l'intelligence. Maintenant, essaie de comprendre mieux parce que ça m'intéresse. C'est bon, ça vaut la peine, donc allez-y. Vas-y. Fais ton travail. L'intelligence va être donc motivée, impérée par la volonté. Voilà. L'intelligence informe la volonté de ce qui se passe, et ensuite la volonté va impérer l'intelligence pour faire un plus grand travail. Donc il y a une relation entre l'intelligence et la volonté. La volonté ne peut rien savoir sans que l'intelligence lui propose. Et une fois que la volonté a vu la chose, elle trouve que ça beau, bon, elle aime. Si elle aime, si la volonté aime, elle va dire ah, intelligence, allez, je veux plus. Allez-y. Oui. Donc il y a une interaction entre les deux, n'est-ce pas? L'émerveillement, c'est plutôt au niveau de oui, la tendance. La tendance. Voilà, donc on va continuer demain avec la spiritualité, s'il n'y a plus de questions. Bonne nuit et à la prochaine. Faites la pub si vous voulez, hein. Bonne soirée.